Dans cette troisième leçon, derrière, donc, toujours reconnaître les chiffres manuscrits, donc on va découvrir l'utilisation de la technique d'apprentissage approfondi, donc le deep learning, mais cette fois-ci avec un perceptron multicouche MLP. Alors, bien sûr, on va utiliser la dernière séance, on a utilisé le SLP. Cette fois-ci, on va utiliser un réseau de neurones plus complexe. Donc, on va ajouter davantage de couches et de neurones, bien sûr. On va ajouter des neurones. Donc, pour la première couche. Donc, ce réseau utilise un modèle de perceptron multicouche MLP avec une couche cachée pour prédire les chiffres manuscrits. Donc, une seule couche cachée intermédiaire. De plus, il porte le nombre de neurones de la première couche à 256, auquel s'ajoutent 128 neurones pour la couche cachée intermédiaire. Donc la couche d'entrée, ça va être une couche qui contient 256 neurones. Donc la couche de sortie, elle est toujours la même, donc 10 neurones de sortie pour les 10 chiffres à classer. Bien sûr, une sortie avec des probabilités, donc ensuite qu'on va afficher graphiquement pour savoir quelle est la prédiction du modèle. Mais pour cela, on va importer. Donc avant cela, donc on va importer bien sûr NumPy, PyPlot, Matplotlib et bien sûr TensorFlow. On va créer les données d'entraînement et les données de test, donc les caractéristiques d'entraînement avec leurs étiquettes, leur label, et les caractéristiques. Donc, lorsque je parle de caractéristiques, c'est le jeu de données. Donc, c'est les images sous forme matricielle, entre 0 et 255, voilà, et leur label, toujours Y-test. Donc, 4 jeux de données. Ensuite, on va bien sûr diviser, donc on va créer les X validations, ça c'est à la fin pour valider le système, donc c'est un nombre donc il contient 5000 caractéristiques, 5000 images, donc matrice d'images. Ça, on va l'utiliser à la fin pour présenter des données hein, de, euh, que le modèle n'a jamais rencontrées. Donc, on va l'entraîner avec X-Train, bien sûr, et bien sûr Y-Train. Et on va créer Y validation pour, bien sûr, qui marche avec X validation. Donc X validation et Y validation, c'est les 5000 sont des 5000 images. Et X-Train et Y-Train, c'est 55 000 images. Ok. Donc reste les 10 000 images pour le test. On va convertir euh, tous ces jeux de données pour l'entraînement et pour le test et pour la validation en tensor. Donc on a déjà fait ça lors de la séance précédente. Alors, X validation is not definite. Ah, j'ai pas exécuté cette partie, donc voilà. Et maintenant, je vais convertir en tensor. Très bien. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer la définition de notre modèle, donc MLP. Mais avant, donc, on doit normaliser toujours. Normaliser, donc créer une couche de normalisation. Ok. On a parlé de ça, donc axis égale -1, c'est pour utiliser la dernière dimension euh, qui concerne les caractéristiques. Voilà. Euh, et bien sûr, on va faire apprendre, donc on va appliquer un apprentissage sur cette couche de normalisation avec bien sûr les données, toutes sortes de caractéristiques d'entraînement. De cette façon, il va normaliser les futurs jeux de données qu'on va lui donner. Donc, qu'on va, faire- qu'on va, qu'on va prédire. Voilà. Très bien. Donc, bien sûr, il va calculer, concernant les train features, il va calculer pour normaliser. Donc, il va calculer, il va appliquer une moyenne de 0 et l'écart type de 1 entre les éléments. Donc, pour avoir des nombres entre 0 et 1, je vais exécuter cette partie. Maintenant, je vais définir le modèle, donc avec Keras séquentiel, bien sûr. Toujours la première couche, c'est la normalisation. La deuxième couche, c'est pour aplatir le,
le jeu de données d'apprentissage et de test ou n'importe quel ensemble de données à injecter dans le modèle. Donc, en tous les cas, on va les aplatir pour les passer de deux dimensions à un tableau unidimensionnel qui contient, normalement, c'est, je crois, 784 ou quelque chose comme ça. Donc, 28 fois 28. Ensuite, on va créer la couche d'entrée qui contient 256, bien sûr, neurones. Une couche intermédiaire qui contient 128 neurones et une couche de sortie qui contient 10 neurones pour les 10 chiffres à prédire. Donc chaque neurone va nous donner un chiffre et ce chiffre, c'est une probabilité. Donc plus il est grand, plus ça veut dire que c'est le chiffre résultat de la prédiction. Donc entre 0 et 9, on va voir quel est le nombre qui a eu le plus grand chiffre, donc la plus grande probabilité. Donc voilà, donc avec bien sûr l'utilisation de la fonction d'activation sigmoïde. Alors, maintenant on va compiler. La compilation, bien sûr, on va utiliser la fonction compile avec l'algorithme Adam pour l'optimiseur et la fonction de perte et bien sûr la métrique. Ensuite, on va l'entraîner. L'entraînement, c'est l'utilisation de la fonction fit. Bien sûr, on va passer les caractéristiques d'entraînement et les caractéristiques de label, les Y, X, donc train features et train labels. Ça, ce sont deux tenseurs qu'on a convertis à partir de X train et Y train. Voilà, Y train. On va utiliser 20 itérations, donc 20 époques, et tout le résultat va être sauvegardé dans la variable h pour ensuite utiliser, afficher graphiquement la progression des pertes et la progression de la précision pour chaque époque. Donc je vais exécuter. Mode is not a name. Voilà, j'ai pas exécuté ça, cette partie. Voilà, toujours. Très bien. Ensuite, je vais commencer l'entraînement, la compilation, ensuite l'entraînement. Donc, ça va progresser. Donc, il va effectuer 20 itérations, 20 époques. Vous voyez, on est en train de calculer l'os, les pertes et la précision. Donc, vous remarquez déjà que là, déjà la cinquième étape, à la cinquième itération, déjà, la précision, elle est presque 1, donc 0,99, ça c'est un bon résultat. Et les pertes, c'est 0,03, donc ce sont des pertes vraiment minimes, faibles. Donc, vous voyez la différence avec l'ancien modèle monocouche. Donc, on n'a même pas atteint le 0,01, même pas 0,1, alors que donc à la 20e itération, on a eu une précision de 0,93 et une perte de 0,25, alors que celui-là, donc, même pas, à la troisième itération, déjà on a atteint 0,97 donc, de précision et 0,07 de perte. Et ça continue voilà, à diminuer. Vous voyez, on a atteint le 0,009, donc double zéro, et une précision de presque 1, 0,9969. Donc elle augmente, voilà, elle a augmenté, donc 82, 71, voilà. Donc vous voyez que ça diminue de plus en plus les pertes et ça augmente ou ça se stabilise un petit peu. Donc ça augmente, voilà, 99, 86 par rapport à 90, 71. Très bien, donc déjà à la 13e, on a eu un bon résultat. Mais on continue, donc on aurait pu faire 5 itérations seulement. Donc déjà le modèle a de bons résultats concernant les précisions et les accuracy, donc précision et la métrique et les pertes. Alors que celui-là déjà, normalement on va avoir un bon résultat de prédiction, donc de bonne valeur de probabilité.
Très bien, donc le système a presque terminé. Donc le modèle, donc l'apprentissage, c'est très bien. 20 itérations sur 20. Donc on a une précision 99-80 et des pertes à 0,0058. Donc on peut voir ça graphiquement. Bien sûr, on va extraire les pertes, l'historique des pertes et l'historique des précisions, donc dans des variables. On a déjà vu ça. Et les époques, donc grâce à la variable h qui contient l'historique, donc qui contient l'apprentissage du modèle. Et on va utiliser deux tracés de graphique avec plot, bien sûr, tracé. Euh, on va afficher en points les pertes et plus les précisions. Donc voilà une légende. On exécute. Et vous voyez donc c'est presque 1 pour la précision et c'est presque 0 pour les pertes, hein. Donc déjà à partir de l'époque 4 à peu près, donc ça commence à se stabiliser. Très bien. Alors, le graphique, il montre comment la valeur de la perte et précision est optimisée pendant la phase d'entraînement. Donc, vous pouvez également évaluer le processus d'apprentissage du modèle uniquement. Donc, on va utiliser bien sûr les tests Fitius et les tests Label. Ok, donc ça, ce sont des tenseurs qu'il n'a jamais rencontrés. Donc, on va exécuter ça et on remarque qu'on a une précision de 0,97 et des pertes de 0,13 tout simplement parce que les tenseurs contiennent peu d'images pour l'évaluation. En tout cas, c'est un bon résultat. Voilà, donc ça c'est les pertes, ça c'est la précision. Comme vous pouvez le constater, cette fois, l'apprentissage, en plus d'être régulier, atteint également une bonne précision et une faible perte. Vous pourrez également augmenter le nombre d'époques. Bien sûr, si on a augmenté le nombre d'époques au lieu de 20 par exemple, et bien sûr, le modèle va devenir encore plus, on va accroître la puissance prédictive du modèle MLP, multicouche. Donc cependant, on va laisser les choses inchangées pour comparer les performances de ce modèle avec le précédent. Ok. Donc on va rien modifier. Donc on va maintenant observer comment ce modèle reconnaît le nombre en utilisant les deux mêmes images que nous avons soumis au modèle SLP. Donc le modèle SLP, on a utilisé ces deux images. Le 1, cette image, donc cette première image avec l'indice 0 et cette image avec l'indice 6. Donc avec l'indice 1, donc, vous avez remarqué qu'il a eu ce type de prédiction. Donc plutôt, voilà, ces prédictions pour le 1, pour la première image. Pour la première image, donc le SLP était mauvais concernant les probabilités, donc concernant la prédiction. Il y avait plein d'autres nombres proches qui ont presque les mêmes probabilités que le nombre prédit. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va créer, bien sûr, on va ajouter, étendre notre modèle avec la couche Softmax pour avoir des valeurs probables de probabilité. OK. Et on va utiliser une prédiction avec le nouveau modèle étendu sur les données expérimentales, donc les données qu'on a, les 5000 images qu'on a extraites. Et on va mettre le résultat dans prédiction. Donc on va exécuter ce code. Très bien. On va d'abord, vous avez d'abord vu comment le modèle attribue les probabilités d'appartenance aux 10 chiffres de l'image avec le chiffre 1. Donc le premier chiffre, on a déjà vu ça. On va maintenant tester avec bien sûr notre modèle MLP. Donc pour le SLP, il nous a donné ce résultat ou ce tableau de prédiction qu'on a transformé en graphique de type barre. Alors, je vais afficher encore une fois, donc c'est le 1, l'étiquette 1. Donc on va prendre, on va afficher la prédiction, donc plutôt on va afficher l'image de l'image 1, ok. Bien sûr à partir de X validation, ok. On va pas à partir des données d'apprentissage ou des données de test. On va afficher la première image des données de validation, les 5000 images qu'on a extraites. Très bien. Et bien c'est la même, donc c'est la même image, c'est celle-là pour le SLP. Donc on va voir les résultats avec ce nouveau modèle MLP. Parce qu'on va avoir le même graphique.
pour les prédictions. Normalement, avec ce taux de précision et de perte, donc on va prédire, bien sûr, il nous a donné ce tableau. On va convertir ce tableau, le résultat de prédiction, les probabilités, en graphique barre. Bien sûr, toujours, on va générer des chiffres. Donc pour les x, ce sont des nombres de 0 à 9, et pour les y, sont les prédictions, c'est ce tableau-là. Bien sûr, les gradations, au x, pour les x, ça va être des nombres de 0 à 9. On va créer une variable qui contient le maximum du tableau de prédiction. Normalement, on va prendre celui-là. Et il va prendre le graphique de ce nombre, ce chiffre, et il va le colorer en rouge. Eh bien, la différence, elle est vraiment claire. Pour le nouveau modèle MLP, ça, c'est un bon résultat de prédiction. Pourquoi? Parce que le nombre 1, qu'il a bien prédit, est le plus dominant. Il a la barre la plus importante. Le reste, sont des barres vraiment petites. Le contraire pour le SLP, qui a eu des prédictions presque les mêmes pour d'autres chiffres. Donc, c'est une mauvaise prédiction. Et une bonne prédiction, normalement, la bonne prédiction, elle doit dominer sur le reste. Et ben donc, vous voyez donc la différence avec un MLP. Donc plus il y a de couches et de neurones, plus le résultat est excellent. On va appliquer bien sûr avec le chiffre 0. Donc le chiffre 0, il a comme indice ou index, c'est 6. Donc bien sûr X validation. Donc on va l'afficher. On va bien sûr afficher son étiquette, c'est 0. Voilà, c'est 0. Comme ici, voilà. C'est 0. Très bien, c'est le même. Donc vous voyez que je vais afficher graphiquement. Donc je vais afficher l'image. C'est le même. Voilà, c'est le même. Pourquoi j'ai fait ça? Pour comparer, bien sûr. Donc je ne peux pas comparer si je prends un autre chiffre. Voilà. Ou une autre caractéristique. Donc maintenant, je vais prédire. Il m'a donné ce tableau. Donc je vais convertir ce tableau en graphique, bien sûr, comme on a déjà fait. Et voilà, le résultat. Donc ça, c'est un bon résultat de prédiction parce que normalement, il a prédit le 0. Et la barre du 0, c'est la plus dominante des autres. Alors que, bon, pour le SLP, c'était dominant, mais il y avait d'autres probabilités qui étaient proches de la bonne prédiction. Donc vous voyez ici que c'est le seul qui domine. Très bien. Donc, il est clair qu'un modèle de réseau neuronal plus complexe, tel que celui utilisé dans l'exemple, est plus performant. Donc, il apprend plus vite et est plus apte à identifier les chiffres manuscrits dans les images. Donc, cependant, il n'est pas toujours vrai qu'un modèle de réseau neuronal plus complexe augmente le potentiel. Donc, seule une étude approfondie des différents modèles, des optimisations utilisées, des fonctions de perte choisies et de tous les autres paramètres utilisés peut prouver la précision d'un modèle. Donc on peut jouer sur ces paramètres pour avoir un modèle plus performant. Voilà. Donc c'est bien d'approfondir le sujet pour bien comprendre et bien découvrir ces techniques de deep learning et de machine learning afin d'avoir de bons résultats. Voilà. Donc ça, ce sont des cas d'école, donc ce sont juste pour vous faire initier dans ce monde du data science et de l'intelligence artificielle, bien sûr. Pour conclure, donc, dans ce chapitre, on a découvert les nombreuses possibilités d'application de ce processus d'analyse de données. Il ne se limite pas à l'analyse, bien sûr, de données numériques et textuelles, mais permet également d'analyser des images telles que les chiffres manuscrits lus par un appareil photo ou un scanner. De plus, on a constaté que les modèles prédictifs peuvent fournir des résultats optimaux grâce aux techniques de machine learning et du deep learning qui constituent de puissants
outils d'analyse grâce à des bibliothèques telles que bien sûr TensorFlow. Euh, voilà, donc pour les prochaines séances, on va découvrir d'autres domaines dans lesquels on peut utiliser ces techniques. Voilà, et ce qu'on a appris pendant cette formation.